Walter Green, un sans-abri qui avait perdu tout espoir, reçut un simple sandwich d'une petite fille prénommée Amara. Ce qui semblait être un simple geste de bonté allait pourtant bouleverser sa vie à jamais. Le lendemain, la police frappa à la porte de Amara et personne n'aurait pu imaginer comment cette histoire allait se terminer. Ce soir-là, le soleil disparaissait lentement derrière les immeubles, quand Amara, son sac à dos sur les épaules et un petit goûter à la main, rentrait chez elle. Elle avançait d'un pas léger, presque sautillant, jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue et aperçoive un homme assis sur le trottoir. Recroquevillé contre le mur froid, il portait des vêtements usés et sales. Son regard était baissé. Son visage marqué par la faim. Amara s'arrêta. Son petit cœur généreux se serra dans sa poitrine. Elle baissa les yeux vers le sandwich qu'elle tenait. Sentant l'odeur du pain frais. Elle pensa au dîner qui l'attendait à la maison, à la table dressée, au verre de lait tiède. Cet homme, lui, semblait n'avoir rien d'autre que ce bout de trottoir. Sans hésiter, elle s'approcha et lui tendit son goûter. « Tenez, monsieur, c'est pour vous. » L'homme releva les yeux, surpris. Un instant, il parut hésiter. Puis ses doigts maigres saisirent le sandwich avec délicatesse, comme s'il tenait un trésor. « Merci, petite. » Sa voix était rauque, presque éteinte. Amara lui sourit, satisfaite, et reprit son chemin. Ce n'était qu'un petit geste, une simple action, mais cela réchauffa son cœur. Le lendemain matin, tout semblait normal. L'odeur du café embaumait la maison et Amara descendit les escaliers en se frottant encore les yeux de sommeil. Mais dès qu'elle posa le pied dans le salon, elle sentit une tension dans l'air. Son père était debout, le front plissé, les bras croisés. Deux silhouettes en uniforme bleu se tenaient sur le pas de la porte. Des policiers. Le ventre d'Amara se noua. Son regard se porta sur son père qui affichait une expression tendue. « Vous êtes sûr de ne rien avoir d'autre à nous dire ?» demanda l'un des policiers d'une voix posée et maîtrisée. « Je vous ai déjà dit que je ne comprends pas le but de cette visite, » répliqua André, dont la patience commençait à s'effriter. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'autre policier jeta un bref regard à Amara avant d'hésiter à répondre. « Nous faisons simplement quelques vérifications de routine, monsieur. Rien d'inquiétant. » André prit une grande inspiration, tentant de garder son calme. « Des vérifications sur quoi ? Sur ma fille ?» Sa voix se fit plus grave. « Que lui voulez-vous ?» Amara recula d'un pas. Ses doigts glacés serrant la rampe de l'escalier. Les yeux des policiers se posèrent sur elle. « Amara Davis ?» demanda le plus petit des deux agents. Elle hocha lentement la tête. « Hier, en rentrant de l'école, as-tu rencontré quelqu'un ? As-tu parlé à quelqu'un ?» Amara cligna des yeux, confuse. Pourquoi lui posait-on cette question ? Elle tourna la tête vers son père, cherchant du réconfort. « Je... » André s'avança d'un pas, se plaçant entre elle et les policiers. « De quoi s'agit-il exactement ? » Nous vérifions simplement quelques informations, monsieur Davis. « Des informations sur quoi ? Vous débarquez chez moi ? Vous interrogez ma fille sans rien expliquer ? J'exige de savoir ce qu'il se passe. » Les agents échangèrent un regard avant que le plus grand ne pousse un léger soupir. « Nous avons reçu un signalement concernant un sans-abri dans le quartier. Nous devons nous assurer que personne n'est en danger. » Un silence pesant s'installa. Amara sentit le regard insistant de son père sur elle. « Amara ?» demanda André d'une voix plus douce. « As-tu rencontré quelqu'un hier ?» Elle hésita, puis finit par hocher la tête. « J'ai donné un sandwich à un monsieur dans la rue. Il avait l'air affamé. » Le visage d'André se crispa brièvement. Les policiers échangèrent un nouveau regard. « À quoi ressemblait-il ?» demanda l'un d'eux. « Je ne sais pas trop. Il était sale, il portait un grand manteau. Il m'a remercié et il a mangé. C'est tout. » L'agent prit quelques notes dans un petit carnet, puis leva les yeux vers André. « Bien noté. Si vous avez la moindre autre information, contactez-nous. » André croisa les bras. « C'est tout. » Le policier haussa brièvement la tête avant que les deux hommes ne prennent congé et quittent la maison. Dès qu'ils furent repartis,
André passa une main sur son visage avant de se tourner vers sa fille. Amara, tu dois faire attention. Mais je lui ai juste donné à manger, papa. Il avait l'air si triste. André soupira et s'agenouilla pour être à sa hauteur. Je sais, ma chérie. Et c'était gentil de ta part. Mais le monde n'est pas toujours un endroit sûr. Tu dois me promettre que la prochaine fois, tu viendras m'en parler d'abord. Amara baissa les yeux. D'accord. Je promets. André la serra contre lui dans une étreinte protectrice. Mais même là, blotti contre son père, Amara sentit un frisson lui parcourir les chairs. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette visite des policiers. La table du petit déjeuner était dressée et l'odeur des tartines grillées et du café embaumait la cuisine. Assise sur sa chaise, Amara balançait les jambes en tartinant de la confiture sur son pain. Inconsciente du regard attentif de sa mère, Monique essayait de paraître détendue, mais une inquiétude sourde l'angoissait. La visite inattendue des policiers, la veille au soir, lui trottait encore dans la tête. Amara. Raconte-moi à quoi ressemblait l'homme à qui tu as donné ton sandwich, demanda-t-elle, tentant de garder un ton léger. La fillette haussa les épaules avant de croquer dans son pain. Il avait froid et il avait l'air affamé. Il m'a remercié et il a mangé très vite. Il t'a dit autre chose? Non, juste merci, petite. Monique esquissa un sourire, mais une boule d'angoisse lui serra la poitrine. Elle lança un regard à André qui lisait son journal, les sourcils légèrement froncés. Lui non plus n'aimait pas cette situation. Ce matin, je vais t'accompagner à l'école. La phrase de Monique brisa le silence. Amara la regarda, surprise. Mais je connais le chemin, maman. Je sais, ma chérie, j'ai juste envie de marcher un peu. André releva les yeux de son journal. Il perçut immédiatement que sa femme ne disait pas tout. Monique évita son regard. Elle-même ne savait pas exactement pourquoi elle ressentait ce malaise, mais elle avait besoin de voir cet homme de ses propres yeux. Le matin était froid et la ville s'éveillait lentement. Monique et Amara marchaient côte à côte, la mère tenant fermement le sac à dos de sa fille. « Tu as l'air inquiète, maman. » Amara observait la façon dont elle regardait autour d'elle. « Pas du tout, juste un peu préoccupée. »« À cause du monsieur ?» Monique hésita avant de répondre. « Peut-être. » À chaque pas, son malaise grandissait. Le bruit des voitures, des passants pressés partant au travail. Tout semblait normal. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix lui murmurait que ça ne l'était pas. Puis, enfin, elles tournèrent au coin de la rue et Monique s'arrêta net. L'endroit où Amara avait dit avoir vu l'homme était vide. Son cœur se serra. Elle balaya la rue du regard, cherchant un indice, un signe de sa présence. Mais il n'y avait rien, pas de couverture abandonnée, pas de canettes écrasées, rien qui puisse indiquer que quelqu'un s'était trouvé là la veille. « C'est ici qu'il était ?» demanda-t-elle, la voix plus basse. Amara hocha la tête et jeta un coup d'œil autour d'elle. Oui, il était assis là, contre ce mur. Un frisson parcourut les chairs de Monique. Quelque chose clochait. Elle s'accroupit et passa la main sur le sol froid. Aucune trace récente, aucune empreinte. Il avait simplement disparu. Une étrange angoisse lui serra la gorge et c'est alors qu'elle le sentit. Un regard. Les poils de sa nuque se dressèrent. Quelqu'un l'observait. Son cœur s'emballa. Lentement, elle se redressa et scruta les environs. La rue était animée comme d'habitude. Des gens marchaient d'un pas rapide, certains discutaient, d'autres étaient absorbés par leur téléphone. Tout semblait normal et pourtant, elle le sentait. Ce regard venait de quelque part, caché, loin. Mais de qui et pourquoi? Où on rentre, Mara? Monique attrapa fermement la main de sa fille. Mais l'école, c'est de l'autre côté. Je sais, je veux juste faire un détour avant. Amara la suivit sans comprendre. Monique accéléra le pas, tentant d'ignorer cette sensation oppressante, celle d'être suivie à pied. Quand elle rentra enfin chez elle, son cœur battait encore à tout rompre. Elle s'efforça de se convaincre qu'elle se faisait des idées, que tout cela n'était qu'un hasard. Mais cette sensation refusait de la quitter. D'un geste nerveux,
Elle verrouilla la porte derrière elle, inspira profondément et balaya le salon du regard. Tout était à sa place. Elle se dirigea vers la cuisine, remplit un verre d'eau et tenta de calmer ses pensées. Mais soudain, bam! 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 3 coups sourds retentirent contre la porte. Monique se figea. Le verre manqua de lui échapper des mains. Son cœur s'emballa, cognant violemment contre sa poitrine. Elle inspira profondément et fixa la porte. Qui pouvait frapper ainsi à cette heure? Le doute la rongeait, mais son corps refusait de bouger. Ses pieds étaient comme ancrés au sol. Les coups résonnaient encore dans sa tête. Elle ravala sa salive, d'une main tremblante, elle s'approcha lentement de la fenêtre. Ses paumes étaient moites lorsqu'elle écarta légèrement le rideau pour jeter un coup d'œil dehors. C'est là qu'elle le vit. Une silhouette filait sur le trottoir, s'éloignant rapidement de sa maison. L'homme, le sans-abri. Son cœur rata un battement. Il tourna la tête un bref instant, juste avant de disparaître au coin de la rue. Monique resta figée, le sang battant à ses tempes. Que lui voulait-il? Et surtout, comment savait-il où elle habitait? André referma brutalement le rideau. Sa poitrine se soulevant au rythme de sa respiration saccadée. Son regard croisa celui de Monique qui s'agrippait toujours au bord de l'évier, le teint livide. Pendant un instant, aucun des deux ne dit un mot. Le silence de la maison semblait rendre la situation encore plus pesante. D'un geste brusque, André sortit son téléphone de sa poche et, les doigts crispés, composa le numéro du commissariat. Chaque sonnerie qui retentissait accélérait son impatience. « Commissariat de police, que puis-je faire pour vous ?» répondit une voix ferme à l'autre bout du fil. « Ici André Davis. » Il n'essaya même pas de masquer son agacement. « 2 agents sont venus chez moi hier. Ils ont posé des questions sur un sans-abri avec qui ma fille a parlé. »« Oui, monsieur. En quoi pouvons-nous vous aider ? » ?»« Je veux savoir ce qui se passe. » Sa voix claqua plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. « Cet homme est venu chez moi ce matin. Il a frappé à ma porte et s'est enfui. J'exige des explications. » Un silence s'installa brièvement sur la ligne. André sentit la colère lui monter à la gorge. « Allô, monsieur Davis ?» La voix du policier était plus mesurée à présent. « Vous dites que vous avez vu cet homme ? » ? « Oui, à l'instant. »« Qui est-il ? Pourquoi le recherchez-vous ?» Le policier prit une profonde inspiration. Lorsqu'il reprit la parole, son ton avait changé. Il était plus prudent. « Nous ne le recherchons pas pour l'arrêter, monsieur Davis. Nous essayons de l'aider. » André fronça les sourcils. « L'aider ? Il s'appelle Walter Green. Avant-hier soir, il a été admis à l'hôpital après une violente réaction allergique. » André resta silencieux, un mauvais pressentiment nouant son estomac. « Quel rapport avec moi ? » demanda-t-il. Il a été pris en charge en urgence, d'après son dossier, il a été hospitalisé après avoir mangé un sandwich qu'une petite fille lui avait donné. Un frisson glacé parcourut André. « Amara » murmura-t-il. Le policier continua. Il souffre d'une allergie sévère aux arachides. L'équipe médicale a réussi à le stabiliser à temps, mais quand il s'est réveillé, il a paniqué. Il a cru qu'il allait devoir payer ses soins et il a disparu. André passa une main sur son visage. Mais il n'avait pas besoin de fuir. Non, en effet, confirma le policier. Mais il ignorait qu'un nouveau programme d'aide sociale couvre désormais les frais médicaux des sans-abri. Nous essayons de le retrouver pour nous assurer qu'il va bien. André baissa son téléphone un instant, comme pour reprendre son souffle. Il croisa le regard de Monique, aussi choquée que lui. « Monsieur Davis » appela le policier. André remit le téléphone à son oreille. « Je vais le chercher. Nous ne vous conseillons pas d'y aller seul. Nous pouvons envoyer une patrouille. Et non, je vais le retrouver. Si vous avez la moindre information sur l'endroit où il pourrait être, tenez-moi au courant. » Il raccrocha sans laisser le policier protester. Monique croisa les bras, tendus. « André, qu'est-ce que tu comptes faire ? » « Je ne peux pas laisser les choses comme ça. » Il attrapa ses clés de voiture. « Cet homme a besoin d'aide et il fuit pour rien.
Il faut que je le retrouve. Sans attendre de réponse, il quitta la maison. La ville paraissait immense ce matin-là. André roulait lentement, scrutant chaque trottoir, chaque recoin. Il gara sa voiture près du centre-ville, là où il savait que des sans-abri avaient l'habitude de se regrouper. Il descendit, marchant à vive allure, sentant son cœur battre plus fort à chaque instant. Walter n'était pas là. André interrogea quelques personnes, mais personne ne savait rien. Il continua à avancer, tournant dans plusieurs rues, la frustration montant en lui. Où cet homme avait-il bien pu aller? Puis, alors qu'il passait devant une ruelle étroite, il aperçut une silhouette bouger au fond. André s'arrêta net. Walter, lança-t-il. La silhouette se figea. Même à distance, André devina que l'homme était prêt à détaler. Attends, dit-il en levant les mains. Je veux juste parler. Walter hésita, les yeux écarquillés, le corps tendu comme une bête traquée. Je n'ai rien fait, murmura-t-il d'une voix rauque et tremblante. Je sais, répondit André. Mais tu dois m'écouter. Walter recula d'un pas, s'il te plaît, insista André. Je sais que tu t'es enfui de l'hôpital. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Les yeux du sans-abri vacillèrent. Il semblait tiraillé entre l'envie de s'enfuir et celle d'écouter. Tu n'as rien à payer, poursuivit André. Les frais ont été pris en charge. Ils veulent juste s'assurer que tu vas bien. Tu n'as plus besoin de te cacher. Il avança d'un pas, sans brusquer les choses. L'hôpital a tout pris en charge. Tu ne dois rien à personne. Walter baissa la tête, serrant ses mains sales. C'est facile à dire. Mais si ce n'est pas vrai? Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas ici, assura André. L'homme prit une profonde inspiration. Ses épaules voûtées trahissaient le poids qu'il portait. Des années à survivre dans la rue lui avaient appris que rien n'était jamais gratuit. Mais pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un était là, lui tendant la main sans rien attendre en retour. André avança doucement sa main. Viens avec moi. Assurons-nous que tu vas bien. Walter hésita encore un long moment. Puis, lentement, il leva sa main et saisit celle d'André. Sur le trajet jusqu'à l'hôpital, le silence régnait dans la voiture. Walter regardait la ville défiler par la fenêtre, comme s'il avait du mal à croire à ce qui était en train de se passer. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur son genou. Je ne sais même pas quoi dire, murmura-t-il au bout d'un moment. Tu n'as rien à dire, répondit André, les yeux fixés sur la route. Walter laissa échapper un petit rire sans joie. Pendant tellement d'années, j'ai cru que personne ne se souciait de moi, que le monde m'avait oublié. Et puis il y a cette petite fille avec son sandwich et maintenant je suis là. André esquissa un léger sourire. Elle a cet effet sur les gens. Walter garda le silence quelques instants. Puis, prenant une grande inspiration, il leva les yeux, brillant d'une émotion contenue. Merci, vraiment. L'hôpital était un grand bâtiment aux fenêtres reflétant le ciel gris. À la vue de l'entrée, Walter serra instinctivement les poings comme s'il s'apprêtait à pénétrer dans un endroit où il n'avait pas sa place. Je t'attends ici, dit André. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Walter hocha la tête et entra. Ce n'est que lorsqu'il s'assit dans la salle d'attente et que le médecin lui confirma qu'il n'aurait rien à payer, qu'il sentit enfin la tension s'évanouir. Ses yeux s'embrouillèrent. Un soupir profond s'échappa de ses lèvres. Après tant d'années à vivre dans la peur, à fuir, il était enfin en sécurité. Quelques jours plus tard, Walter était assez rétabli pour quitter l'hôpital, mais cette fois il ne retournerait pas à la rue. Monique et André l'aidèrent à trouver des vêtements propres et à passer chez le coiffeur. Puis, grâce à quelques coups de fil et recommandations, André lui décrocha un entretien pour un poste d'aide mécanicien dans un garage. Le jour où Walter revint chez les Davis pour la première fois sans avoir à fuir, Amara fut la première à lui sauter dessus. « Tonton Walter !» Il écarquilla les yeux. « Quoi ? Tu es mon tonton maintenant ?» déclara-t-elle avec un grand sourire. « Parce que tu fais partie de notre famille. » Walter cligna plusieurs fois des yeux comme si ces mots étaient difficiles à assimiler. Puis, lentement, un sourire timide se dessina sur son visage.
J'aime bien l'idée. Amara lui attrapa la main comme s'ils étaient amis depuis toujours. Ce soir-là, Walter observa la petite maison que Monique et André l'avaient aidé à trouver. Rien de luxueux, mais un endroit qu'il pouvait appeler chez lui. Pendant un instant, il resta là, immobile devant la porte, laissant cette sensation étrange, cette chaleur douce, envahir sa poitrine. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour il retrouverait une place dans ce monde. Les premiers jours furent étranges. L'idée d'avoir un toit sur la tête, un lit pour dormir sans craindre le froid ou la police qui viendrait le chasser, c'était trop beau pour être vrai. Mais peu à peu, il s'y habitua. Au garage, il commença doucement mais travailla dur. Il observait, apprenait vite, absorbait chaque conseil des mécaniciens plus expérimentés. En quelques mois, il devint l'un des employés les plus fiables. Impressionné, le patron lui confia plus de responsabilités et avec ça vint un meilleur salaire, et, pour la première fois depuis des années, la possibilité de subvenir à ses propres besoins, d'acheter ses vêtements, de payer ses factures et même d'aider les autres comme on l'avait aidé. Mais la plus grande joie de sa nouvelle vie, c'était Amara. Elle venait le voir souvent, courant vers lui pour lui faire un câlin et lui raconter sa journée d'école, ses amis, ses dessins. Walter l'écoutait toujours avec patience, riant de ses histoires exagérées et de ses gestes animés. Monique et André l'avaient eux aussi accueilli comme un membre de la famille. Le week-end, il dînait avec eux et ses soirées comptaient parmi les plus précieuses. C'est lors d'un de ces dîners qu'il rencontra Olivia. Elle était institutrice dans l'école d'Amara et était passée déposer des copies corrigées. Monique insista pour qu'elle reste manger. Walter et Olivia parlèrent toute la soirée, découvrant des passions communes, échangeant des rires. Et quand ils se dirent au revoir, il y avait quelque chose dans l'air. Les rendez-vous devinrent fréquents. Balade au parc, dîner simple, après-midi à discuter sans voir le temps passer. Olivia ne voyait pas le passé difficile de Walter, elle voyait l'homme qu'il était devenu. 1 an plus tard, Walter demanda Olivia en mariage avec Amara tenant la boîte contenant la bague. La cérémonie fut simple mais remplie d'amour. André accompagna Walter à l'hôtel comme un frère. Monique versa quelques larmes d'émotion. Et Amara ? Amara fut la première à lui sauter dans les bras quand il dit « oui ». C'était une famille différente, mais une famille heureuse. Et Walter, qui avait cru que le monde l'avait oublié, savait désormais que les deuxièmes chances existaient vraiment. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à l'impact qu'un petit geste peut avoir sur la vie de quelqu'un ? Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et partagez-la avec vos proches. Qui sait, peut-être inspirera-t-elle d'autres personnes à faire le bien ?